quel grand plaisir de vous retrouver après cette petite pause pascale, qu'on espère avoir été bonne, chaude en tout cas. On se retrouve aujourd'hui en excellente compagnie, comme toujours, avec deux invités d'exception. Et j'arrêterai là avec mes superlatifs. À ma gauche, la journaliste de droite et essayiste Eugénie Bastier, la figure du conservatisme intellectuel français aujourd'hui. Et à ma droite, une star de la politique suisse de gauche, la sénatrice verte Céline Varah. Deux personnalités pour deux regards bien différents, encore que c'est à confirmer, sur les bouleversements politiques et sociaux de notre monde actuel. Bienvenue à elles et bienvenue à vous toutes et tous dans Le Point ce soir. Et bienvenue à Philippe Ball, qu'on ne saurait oublier. Ancien directeur de Charlie Hebdo et de France Inter, et notre éditorialiste maison. Évidemment, Philippe, de retour avec un livre à lire absolument. Surtout en ce moment, Rire, c'est son titre, c'est bon pour la santé, ça c'est moi qui rajoute. Rire, c'est un essai sur l'humour brillant, édifiant, qui vient de paraître aux éditions L'Observatoire. On lui consacrera d'ailleurs une émission le 20 mai prochain. Je recommande tout aussi chaleureusement votre dernier ouvrage, Eugénie Bastier, La dictature des ressentis, paru chez Plomb. Une plume magnifique, érudite, pour ce flingage en bonne et due forme du wokisme et de ce que vous considérez comme être ses dérives aujourd'hui. C'est bourré de saillies particulièrement cruelles mais savoureuses contre les idoles du progressisme. On y retrouve aussi l'éloge de vos maîtres, Charles Péguy, Pierre Manant, Alain Finkielkraut notamment, que nous recevions il y a quelques temps d'ailleurs dans cette émission. Tous ces textes, vous les aviez déjà publiés dans le journal Le Figaro, où vous dirigez les pages débat, probablement les plus stimulantes de la presse francophone aujourd'hui. Céline Varah, bien des choses gentilles à dire de vous aussi. C'est l'émission Amour, c'est comme ça que j'aurais pu l'intituler. L'esprit de Pâques, peut-être, hyper dur. On verra si ça tient toute l'émission. Pour de vrai, Céline Varah, vous êtes une personnalité politique tellement appréciée en Suisse et dans votre canton Neuchâtel que vous avez réussi l'exploit lors des dernières élections fédérales de conserver votre siège de sénatrice face au vieux routard libéral radical Philippe Bauer, alors même que votre parti, Les Verts, s'effondrait un peu partout. Deux femmes puissantes, donc, autour de cette table aujourd'hui, peut-être parmi les dernières, parce que l'époque, manifestement, paraît plutôt au retour de l'homme tout-puissant, pour une simple raison, déjà, le retour de la guerre. Alors, on les voit passer, on ne les a pas tous mis, mais pas beaucoup de femmes parmi eux, Eugénie Bastier. Le retour de la guerre, oui. Est-ce que c'est le retour des hommes ? Sans doute. Moi, je crois à la différence des sexes. Je pense que les hommes et les femmes ne sont pas exactement les mêmes. Et je crois que d'ailleurs, effectivement, la guerre est quelque chose de plutôt masculin dans l'histoire. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup le livre de l'écrivaine russe Svetlana Alexievitch qui s'appelle « La guerre n'a pas un visage de femme » où elle raconte ces femmes qui étaient dans l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. Et elle raconte à quel point les femmes ont un rapport très différent à la guerre que les hommes, un rapport à la violence, parce qu'elles ont un rapport différent à la vie aussi, puisqu'elles donnent la vie. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle décrit et qu'elle explique merveilleusement bien. Donc oui, sans doute le monde de demain, le monde avec ce monde où il y a le retour de la guerre, fera en tout cas ressurgir le privilège masculin de la force physique qu'on avait tendance à oublier dans des temps démocratiques, égalitaires, où cette force physique n'avait plus d'utilité. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais par exemple en Russie, en ce moment, il y a eu une recrudescence des transitions de genre parce que les hommes russes veulent changer de genre pour échapper à la conscription. Et donc la Russie a dû prendre des lois très sévères pour empêcher la transition de genre parce que précisément, ils se précipitaient pour ne pas être enrôlés dans l'armée. Donc on voit bien que cette question de la guerre fait ressurgir, en tout cas de façon brûlante, la question de la différence des sexes qui, je crois, nous avons eu tendance à oublier ces dernières années, parfois de façon idéologique. Alors, il y a les hommes au combat. Mais justement, quelle sera la place ou quelle peut être la place de la femme, justement, même dans nos démocraties, en pré-économie de guerre, Céline Varah, à coudre des uniformes ? J'espère pas que. Bien sûr, la place de la femme, elle sera celle qu'elle osera prendre et ou là où elle s'imposera. La femme construit la paix. La plupart du temps, elle construit la paix. Ce n'est pas une va-t-en-guerre, en tout cas nettement moins que les hommes. C'est ce que je constate en tout cas depuis 5 ans que je suis au Parlement fédéral à Berne. On a vraiment, je trouve,
cette stimulation presque comme ça lorsque ça a éclaté la guerre en Ukraine. Moi, j'avais certains collègues qui m'ont dit ouvertement « Ah, on va enfin pouvoir utiliser notre armée. On va enfin pouvoir… » Parce que c'était un peu comme s'ils attendaient ça d'une certaine manière. Ils préparaient ça comme une espèce de nostalgie, alors quand bien même eux-mêmes n'auraient pas vécu cette guerre, en fait. Mais les gens qui l'ont vécu, en général, ils ont peu de nostalgie. Ah, absolument. Eh bien, vous anticipez. Mais moi, c'est juste. Enfin, je veux dire, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est la paix. On a beaucoup parlé de neutralité en Suisse, et les femmes ont beaucoup porté aussi ce discours de neutralité en disant attention, quelles sont les limites, quel est le rôle de la Suisse dans cet engagement. Le rôle de la Suisse, il est de construire la paix et de promouvoir la paix et de faire ce qu'elle a toujours su faire. C'est-à-dire l'entremetteuse, voilà, et puis trouver des solutions et non pas vraiment stimuler cette volonté de faire la guerre. Après, je crois qu'il ne faut pas être naïf non plus. Lorsque la guerre est là, lorsqu'elle s'impose, les femmes ont un rôle à jouer, bien entendu. Elles sont compétentes à plus d'un titre, tout autant que les hommes. Et je crois que les rôles, ils se mettent en place assez instinctivement. Cela dit, il faut quand même aussi dire une chose, c'est que on est, et peut-être ça s'inscrit un tout petit peu en décalage à ce que vous disiez, mais on n'est effectivement pas les mêmes. Bien sûr, on n'est pas les mêmes. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des gens qui se considèrent hommes, des gens qui se considèrent femmes. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas ça le problème. Ce qui est le problème, c'est qu'on n'est pas égalitaire dans les choix et devant les parcours de vie. Et dans ce cadre-là, évidemment, quand on a des situations aussi impératives qui s'imposent, telles qu'une guerre à nos portes, on doit prendre la place qui s'impose. Mais ce qui frappe dans la galerie que j'ai montrée, c'est que, et même en Israël, qui était une des démocraties précurseurs, qui a eu justement une des premières à avoir eu à sa tête une femme, Golda Meir. Elle n'était pas particulièrement pacifiste. Non, mais c'était une femme. Et aujourd'hui, là, on voit le cabinet de guerre, à part les sténodactylos qui sont femmes, il n'y a que des hommes dans l'armée. Le Hamas, c'est des hommes, évidemment. L'Iran, c'est des hommes. Chez nous, ce sont des hommes. Pardon. Non, Philippe. Oui, c'est pas un stéréotype, il y a quelque chose... Il y a une émission hier soir qui est passée sur la télévision d'État, chez nous, sur France 2, sur les premiers pas de l'humanité. C'est très intéressant parce que c'est quelqu'un de, j'imagine, très sensible aux idées dans ce moment, qui a réalisé ce grand documentaire avec des reconstitutions de monstres, de gros animaux, etc. Et les chasseurs, les chefs de clan, ils ont bien pris soin de mettre des femmes pour chasser, pour diriger le clan, etc. Donc il y a une querelle actuellement même, il y a une espèce de négationnisme, on pourrait dire, scientifique, qui réécrit la paléontologie en train de dire mais non, mais les femmes avaient... Évidemment que non. Il y a eu sans doute des exceptions, comme il y a aujourd'hui des rôles de femmes exceptionnels, mais à cette époque-là, quand il s'agissait de protéger les enfants, la procréation, de s'occuper, de protéger le clan, le camp, les hommes allaient au danger, parce qu'il y a une force musculaire, parce qu'il y a, etc. Je ne dis pas que c'est bien, que c'est mal, c'est la réalité de tout ce qu'on a vu, de tout ce qu'on sait de la préhistoire. Mais aujourd'hui, on en est au point de réécrire ça, alors que ça ne sert à rien. Idéologiquement, c'est totalement inutile. Aujourd'hui, quelqu'un qui sait que vraisemblablement les hommes allaient plutôt chasser les mastodontes et les femmes gardaient les enfants, sont aussi absolument pour le fait qu'il y ait des égalités de salaire et des égalités de fonction. Ça n'est pas contradictoire. Donc... Non. Je pense que la question centrale est celle de la biologie. On a oublié central, en fait les fondements même matériels du féminisme. C'est-à-dire que à une époque comme la préhistoire, qui était une époque où l'impératif de survie était prééminent, puisque c'était des conditions extrêmement difficiles, eh bien les différences biologiques des sexes comptaient énormément. Par exemple, effectivement, les femmes étaient allaitantes et enceintes, elles pouvaient moins se déplacer, donc c'est les hommes qui chassaient. Et donc la petite différence des sexes biologiques jouait un énorme rôle. Alors aujourd'hui, on vit dans une société très confortable où l'impératif de survie a totalement disparu. Donc ces différences-là, on les a un peu oubliées en réalité. On a oublié la différence physique entre les hommes et les femmes. Elle est gommée par toute une série de choses. Et effectivement, si on revient dans un monde plus compliqué, plus difficile, où l'impératif de survie revient, à mon avis, on verra ressurgir cette différence des sexes. Et sur l'inégalité aujourd'hui,
par exemple, les inégalités salariales. Aujourd'hui, beaucoup de féministes en font des tonnes. Tous les 8 mars, on nous dit les femmes sont moins bien payées que les hommes. À telle heure de l'année, tel jour de l'année, vous arrêtez de travailler, mesdames, parce que c'est inégalitaire. Mais en fait, aujourd'hui, les inégalités résiduelles entre les hommes et les femmes de salaire s'expliquent essentiellement par la maternité. Et le fait que les femmes, effectivement, s'arrêtent pendant leur congé maternité. Et souvent, bien souvent, par choix, elles décident d'avoir des enfants. Donc, elles ont effectivement elles s'arrêtent. Donc, effectivement, c'est une difficulté pour l'entreprise. La question, c'est comment on adapte le modèle économique au corps des femmes, plutôt que de crier sur les toits qu'il y a une espèce de patriarcat tout puissant qui déciderait que les femmes, elles seraient moins compétentes et moins payées. Tout ça a ses racines dans la biologie et dans la différence des sexes, qui fait que la femme engendre dans son propre corps et l'homme engendre dans le corps d'autrui. Et cette différence n'est pas anodine. Mais il y a de la construction sociale, c'est-à-dire qu'il y a des pays aussi qui encouragent davantage les mères à pouvoir travailler en même temps qu'elles ont des enfants, et d'autres moins. D'ailleurs, la France, pendant très longtemps, était un des pays les moins conservateurs en la matière, et les femmes, d'ailleurs, faisaient plus d'enfants qu'ailleurs. Oui, mais parce qu'il y avait un système social aussi qui aidait énormément. Par exemple, vous voyez, l'Allemagne n'a pas de système de garde mis à disposition des femmes. L'État-providence est beaucoup moins aidant vis-à-vis des femmes. Donc, le système social français, effectivement, a poussé les femmes finalement à pouvoir conjuguer les deux, et je trouve que c'est une très bonne chose. Je suis absolument pour, et on voit d'ailleurs que les systèmes, là où ça n'existe pas, les femmes, effectivement, parce qu'elles ont envie d'avoir des enfants, sont obligées de rester à la maison. Et moi, je suis pour la liberté et pour permettre aux gens d'avoir le choix. Oui, en Allemagne, exactement, parce qu'il n'y a pas de système social. Alors, juste sur le plan politique, une des seules femmes, d'ailleurs, qui aujourd'hui est une femme de pouvoir, c'est Giorgia Meloni. Peut-être qu'on aura Marine Le Pen dans quelques années aussi. Ce sont des femmes qui sont d'une droite qu'on qualifiera de dure. Céline Vara, comment ça se fait justement que ces femmes-là, les uniques modèles en politique qu'on ait aujourd'hui, ce soient des femmes de droite ou d'extrême droite? Bon, je crois que ça s'explique assez clairement par rapport à ce qu'on vient de dire. Il faut faire attention aux raccourcis. Je crois qu'on a la société que l'on choisit. Et aujourd'hui, qui choisit encore majoritairement? Ce sont les hommes. Donc la société dans laquelle on est aujourd'hui, elle est faite par des hommes, pour les hommes, majoritairement, à quelques exceptions près, comme le Parlement de Château de mon canton, qui est le premier à être une majorité de femmes en Suisse, et encore le seul, malheureusement. On espère que ça va évoluer. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on veut évoluer dans ce milieu-là, ça fait 23 ans que je fais de la politique, on observe, on sent les codes, on les comprend, on regarde comment ils conversent entre eux, quelle forme de respect ils s'installent entre eux, et on se dit, OK, moi, il m'ignore lorsque je parle, il me méprise, voire il me paternalise. Comment je vais faire pour me mettre dans une situation où je suis crédible à leurs yeux? C'est terrible. Quand je suis arrivée en 2019, et alors que j'ai été élue tout à fait démocratiquement, avec un excellent score dans mon canton, je suis arrivée dans une chambre très majoritairement masculine, très majoritairement conservatrice, moyenne d'âge proche des 60 ans. Ils m'ont regardée comme... Je pense qu'ils se sont dit que j'amenais les cafés. Enfin, c'était vraiment, je l'ai senti, on me l'a fait comprendre. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces situations-là? Si l'on veut survivre, et je dirais même plus si on veut gagner, parce qu'on n'est quand même pas là pour enfiler des pernes, comme on dit en Suisse, on doit adapter un certain nombre de ces codes à notre manière de faire de la politique. Vous avez bien compris ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit on doit s'adapter à ces codes. J'ai dit on doit adapter ces codes à notre manière de faire de la politique. Et qu'a fait Giorgia Meloni, parce que je suis aussi ressortissante italienne, j'ai voté, pas pour elle, mais je suis l'actualité politique italienne, eh bien, elle a fait ça. Elle a endossé ce costume de politicienne au code très, très masculin. Et elle l'a fait brillamment. Cette femme est brillante. Alors après, est-ce que c'est bien... qualifier comment, ce type de femme? C'est des collabos? Non, alors je crois que quand même... Moi je dis toujours... Et je crois que des modèles de féminisme à la façon droite. J'avais déjà dit autour de cette table, je crois bien. Moi, j'ai énormément de respect pour toutes les femmes qui font de la politique, et peu importe le bord politique, je sais combien c'est dur. Je sais que c'est plus dur que pour les hommes. Donc j'ai un énorme respect pour ces engagements politiques pour les femmes. Qui plus est pour les femmes qui ont des enfants. Je m'identifie et je sais combien c'est difficile. Non, je ne crois pas du tout. Je ne pense pas que ce sont des collabos, mais ce sont des femmes qui, en restant fidèles à leurs valeurs politiques, se sont dit, moi, je veux aller gagner, je veux aller plus haut. Et donc, je vais trouver des solutions et adapter ce discours autour de moi. Et finalement, enfoncer des portes, parce que c'est quand même ça, pour parvenir là où je dois aller.
Moi, je ne pense pas du tout que ce soit des collabos. Pas du tout. Je pense qu'il peut totalement exister des femmes puissantes de droite qui ne se sont pas compromis avec le patriarcat, mais simplement... D'ailleurs, je remarque qu'effectivement, citez-moi une femme de gauche de pouvoir qui a pris le pouvoir dans un pays européen, ça n'existe pas. Alors que vous avez eu Merkel, Thatcher, Mélanie, peut-être demain Marine Le Pen en France, mais vous n'avez pas de femme de gauche qui a pris le pouvoir. Alors, je pense qu'il faut demander des comptes d'abord à la gauche avant d'en demander à la droite. Et ensuite, je pense qu'il y a un atout quand même des femmes en politique qui peuvent aussi jouer sur leur féminité, jouer sur le sentiment maternel. Ce qu'a fait Mélanie en Italie aussi. Elle dit tout le temps « Io sono una madre », elle dit toujours « je suis une mère », et c'est un puissant sentiment d'identification, surtout en Italie, j'allais dire, mais, mais je pense qu'elle joue aussi sur ces codes de la féminité. Elle n'est pas juste devenue un homme comme... Enfin, elle ne s'est pas juste masculinisée, elle joue aussi sur cette féminité comme d'un atout et comme d'un levier politique, avec beaucoup d'habileté d'ailleurs. Et je trouve que voilà, elle joue très très bien là-dessus et qu'elle a raison. Mais est-ce que ça existe aujourd'hui, enfin, est-ce que c'est en construction aujourd'hui un féminisme de droite, des options de droite? Par exemple, vous déclareriez féministe? Alors, j'aime pas trop le mot féminisme parce qu'il y a isme dedans et que je reproche justement au féminisme d'être une idéologie, un isme, c'est-à-dire qui relie toute l'histoire de l'humanité sous le prisme de la domination masculine. Et de la même manière qu'on peut vouloir améliorer, enfin lutter contre la misère sans être marxiste, je pense qu'on peut lutter pour les droits des femmes sans être féministe au sens idéologique du terme. On appelle ça comment? Alors, comme il n'y a pas d'autre terme, justement, je le reprends un peu par défaut parce qu'effectivement, moi, je me définirais comme une féministe réaliste, ou pour un féminisme du faire, c'est-à-dire concret, qui s'attache à défendre les femmes dans leur aspect matériel et concret. Et ce que je reproche au féminisme contemporain, c'est de défendre la femme tout en vidant l'objet femme de sa substance. C'est-à-dire il faut mettre des femmes partout, c'est la parité, mais la femme, on ne sait pas ce que c'est, puisque de toute façon, c'est pas être mère, c'est pas avoir un utérus. Maintenant, on dit même plus femme, on dit personne détenteur d'un utérus. Voilà. Donc c'est un espèce de sujet qu'on déconstruit en permanence et qu'on prône en permanence. Et deuxième chose, moi je suis pour l'égalité totale dans le public et la différence dans le privé. Et j'observe que le féminisme contemporain fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il prône la différence dans le public, c'est la parité, c'est on va mettre des femmes en politique, des femmes dans les conseils d'administration, des femmes à la télé, des femmes, etc. Et il traque il prône l'égalité dans le privé en traquant le partage des tâches ménagères, en déconstruisant les mentalités depuis la crèche. Moi, je suis pour l'inverse. Je suis pour l'égalité dans le public et la différence qui peut s'épanouir dans le privé, qu'on laisse les gens tranquilles si une femme a envie d'être féminine dans sa vie familiale, si elle a envie de mettre des robes à ses petites filles et d'offrir des camions à ses petits garçons, qu'on le fasse. Et je suis contre l'intrusion de l'État dans la vie privée, dans le modelage des mentalités. Mais est-ce qu'il y a une vraie pensée, j'aimerais juste sur la question, mais est-ce qu'il y a une vraie pensée féministe de droite, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du féminisme? Alors, la gauche n'a pas toujours été tendre avec le féminisme, mais avec les féministes. mais une pensée de droite féministe structurée aujourd'hui, ça serait possible autour de figures notamment politiques, militantes. Le problème de la droite, c'est que bien souvent, elle ne pense pas. Elle est souvent justement très concrète et moins dans l'idéologie. Comme la gauche est le parti de demain, du progrès, du monde qui n'est pas encore là, elle a tendance à faire des grands projets sur des feuilles de papier et à penser, à structurer sa pensée, alors que la droite est plus concrète. Mais je crois qu'il y a totalement des figures auxquelles une féministe de droite peut s'identifier. Je citais Margaret Thatcher. Il y a même une tradition conservatrice, j'allais dire, même l'Ancien Régime, par exemple, était un modèle très féminin. C'est-à-dire que les révolutionnaires, en 1789, étaient au contraire très virilistes, très machistes. Et Élisabeth Vigée-Lebrun, qui était la peintre de Marie-Antoinette, disait à propos de l'Ancien Régime, les femmes trônaient alors, les révolutionnaires les ont fait descendre de leur piédestal. Et il y avait un côté très machiste dans la Révolution française, et les salons aristocratiques étaient pleins de femmes qui faisaient l'opinion, qui étaient les maîtresses du jeu, en fait, politique, et les révolutionnaires ont détesté ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont guillotiné Marie-Antoinette. C'était un crime machiste. Et donc je crois qu'il y a tout un imaginaire aussi féministe. Et aussi de gauche, de l'autre côté. Enfin, oui, après, il y a eu des opportunités aussi. Il y a un féminisme historique d'après-guerre qui rejoint ce que dit Eugénie, parce que même Simone de Beauvoir elle-même voulait une espèce une égalité dans la vie publique, mais dans sa vie privée, elle revendiquait,
il y a, je ne sais plus dans quel texte, mais elle revendiquait de se comporter de façon féminine, avec etc., Elgrim, notamment avec son amant américain, etc. Enfin, voilà, bon. Elle était complètement enchaînée à lui. Exactement. Et je pense que c'est vraiment très important, mais le féminisme de droite aujourd'hui, c'est le féminisme qui a été chassé par la gauche. En réalité, je ne sais pas si la droite pense ou ne pense pas, mais aujourd'hui, la droite est peuplée de gens dont la gauche ne veut plus. C'est un féminisme d'opposition et de proposition. Je trouve que c'est... Là, j'ai entendu beaucoup de choses, ce serait trop dur de revenir là-dessus, mais disons... Là, je le redis encore une fois, il faut quand même vraiment faire très, très attention aux raccourcis dans les discours politiques. Enfin, quand j'entends que le féminisme, c'est mettre des robes aux filles et des potables aux garçons, qu'on doit se comporter de façon féminine, c'est quoi de façon féminine? C'est-à-dire qu'on doit draguer nos collègues pour obtenir quelque chose? Je ne comprends pas très bien. Ça veut dire quoi? On doit faire du charme? Enfin, c'est quoi de façon féminine? Je me sens très féminine, mais je fais de la politique au même niveau que mes collègues masculins, à ma manière, sans me poser la question de savoir est-ce que ma politique est plus féminine ou plus masculine. Honnêtement, je crois même ne m'être jamais posé cette question. Faut quand même juste pas oublier que le féminisme, la définition du féminisme, c'est l'égalité entre hommes et femmes. C'est ça la définition. Donc quand on dit qu'on n'est pas féministe, c'est qu'on est contre l'égalité entre hommes et femmes. Il n'y a pas de 1000 discussions à avoir là-dessus. C'est ce que dit le Petit Robert ou le Larousse pour aller voir la définition. Oui, la définition et en l'occurrence, le féminisme, c'est quand même ce qui fait que vous et moi, aujourd'hui, on est là où on est. Et moi, je n'ai pas à m'honorer de ces combats qui ont été avant moi. Je ne les ai pas menés, mais je suis reconnaissante à ces femmes de l'avoir fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que la culture du débat est importante, parce que, évidemment, les démocraties s'étiolent, et puis dans les démocraties, on a porté cette cause féministe, donc c'est vraiment très important. Mais il y a eu effectivement d'immenses progrès. Bien sûr qu'il y a eu d'immenses progrès, il ne faut pas le nier, ça. Oui. Il n'empêche que... Aujourd'hui, en tout cas encore en Suisse, on a des gros problèmes avec, par exemple, la conciliation vie professionnelle, vie familiale, dont je fais les frais aussi, comme toute autre femme qui travaillerait et qui aimerait faire la même chose, mais qui enfante et qui se trouve comme ça confrontée effectivement à une société faite par les hommes pour les hommes qui, très concrètement, ne me facilite pas du tout les choses. J'avais mentionné cet exemple complètement fou pendant le Covid au Parlement fédéral. Mes collègues qui avaient le Covid pouvaient voter depuis la maison. Moi, qui étais en congé maternité, on me l'a refusé. Je suis venue avec mon bébé de 2 mois au Parlement pour voter, parce que sinon mon siège était vide. Ça, c'est la situation aujourd'hui que l'on vit. Mais le féminisme, le néo-féminisme intersectionnel, aujourd'hui, c'est un peu provoquant de le dire comme ça, mais est-ce qu'il défend encore les femmes? Quand on voit qu'effectivement, il défend le voile, quand on voit qu'il défend les trans, beaucoup, est-ce qu'il y a vraiment une centralité autour du combat pour les femmes aujourd'hui dans ce féminisme de gauche? Mais c'est une question légitime, c'est vraiment une question légitime. Est-ce que ces pensées, ou en tout cas ces combats que l'on souhaite mener aujourd'hui en tant que féministe, sont toujours les bons? Mais on doit se poser la question, bien sûr. Je crois que c'est une preuve d'intelligence. Et je pense qu'il faut effectivement évoluer de manière à ce que ça serve les intérêts de toutes les femmes, mais pas que ça serve de manière générale la société. En Suisse, on n'a toujours pas de congé parental, par exemple, contrairement à la France. On a un tout petit congé maternité, le plus petit d'Europe. On a un congé paternité de 10 jours. De 10 jours. Moi, en tant que femme, je trouve ça scandaleux. Mais que mon conjoint a eu que 10 jours à la naissance de son enfant, je ne trouve pas ça égalitaire. Non, mais là-dessus, on se retrouvera totalement. Je pense qu'on est d'accord. Moi, je pense qu'un des chantiers majeurs est la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Mais encore faut-il reconnaître aussi les différences qui existent entre hommes et femmes. Nous ne sommes pas égaux face à l'engendrement. C'est faux de le dire. Il y a une manière différente. Moi, je considère que, par exemple, le congé maternité et le congé paternité ne doivent pas être égaux parce que la femme porte l'enfant, qu'elle a un rapport différent avec le nourrisson quand elle allait, par exemple. Donc, c'est aberrant de demander la même chose. Et ensuite, sur le féminisme intersectionnel, oui, moi je considère que ce néo-féminisme a trahi la cause des femmes et qu'il est bien souvent obsédé par des combats minoritaires, symboliques, qui n'améliorent en rien la cause des femmes, comme l'écriture inclusive ou le changement de genre, plutôt que de s'intéresser à ce qui concrètement menace la réalité concrète des femmes, notamment leur sécurité. Un exemple récent, par exemple, la semaine dernière, Oser le féminisme, qui est l'une des principales associations féministes en France, a passé sa semaine à tweeter sur les paroles sur Michel Sardou, qui a été récompensé par la Légion d'honneur en disant c'est affreux, c'est un machiste, etc.
plutôt que de prendre parti pour défendre Mila, une jeune fille qui a été harcelée, lynchée parce qu'elle a critiqué l'islam et qui a été abandonnée par l'intégralité des féministes en France. Aucune féministe n'a soutenu Mila. Il faut quand même le rappeler. Et c'est très ambivalent aussi. Et il y a une déconnexion pour moi des enjeux véritables. C'est-à-dire qu'on traque les vieux fantômes du patriarcat du passé, c'est-à-dire le mâle blanc, hétérosexuel, et on ne voit pas, par exemple, les nouvelles formes de patriarcat d'importation qui sont la police des mœurs islamiques, par exemple, qui fait peser un poids certain sur les femmes dans certains quartiers. Et donc cet aveuglement, je le trouve absolument coupable et idéologique. Bien sûr. C'est Indara, justement, au Parlement, on est en train de savoir si on va interdire le voile à l'école. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, ce combat-là, il ne faut pas aussi le mener quand on est une femme en Suisse ? Mais bien sûr, mais je ne crois pas que quand on est une femme, c'est une question de société ouverte. Je crois que les hommes ont autant à dire que les femmes sur cette question-là. Donc vous allez voter pour l'interdiction du voile à l'école ? C'est un débat très intéressant, parce que vraiment, entre féministes de gauche, ils ne sont pas d'accord, entre féministes de droite, elles ne sont pas d'accord, et entre pas féministes du tout, ils ne sont pas d'accord non plus. C'est un débat terrible. Mais je dois dire très honnêtement, vous savez, moi, je suis une écologiste. Aujourd'hui, on est en train de dire, on dit qu'on vit la 6e extinction de masse. On a une crise climatique sans précédent. Je veux dire, ça, c'est primordial. La question du voile à l'école, franchement. Je veux dire, c'est une vraie question, c'est un débat. C'est une vraie question, c'est un débat. Mais je crois que on se cache un petit peu derrière ces débats-là pour ne pas aborder les thématiques qui sont urgentes, qui sont primordiales. Vous évoquiez la question du changement de genre. Je veux dire, je suis politicienne, je dois parler de tout, c'est mon travail, je dois me déterminer et prendre une décision et voter lorsque c'est nécessaire, lorsqu'on me le demande. Mais honnêtement, à part les gens que ça concerne, et moi je suis pour le choix, le libre choix, comme pour l'avortement, ça concerne la personne qui veut changer de genre, ça ne me concerne pas. Qu'est-ce que je vais donner comme leçon à ces gens-là ? Ça les regarde, s'ils sont plus heureux, ils se sentent mieux. Moi, je parle des enfants. Mais pour la projection, quand on dit que c'est pas urgent, on regarde la France, et effectivement, ça nous donne quand même un avenir assez peu. On voit le dernier fait divers qui a beaucoup marqué. Oui. Donc, une jeune fille tabassée à 14 ans, et puis à Montpellier, et puis un jeune homme de 15 ans battu à mort parce qu'il draguait. On ne peut pas dire que ça ne soit pas urgent de traiter cette question-là, en tout cas en anticipation. La question de la violence, du harcèlement, ce n'est pas que de la à l'école, bien sûr. Ce n'est pas que de la violence, parce que le voile, ce n'est pas qu'une question, ce n'est pas que le voile. Le voile, c'est le symbole de quelque chose de très grave, c'est le symbole de l'impossibilité de la transmission à l'école, de la transmission des savoirs. Il n'y aura pas de règlement du problème climatique si la science, le savoir, la culture n'avancent pas en même temps. Parce qu'on a besoin du savoir, etc. Or, le voile, c'est le symbole de l'impossibilité de la transmission à l'école. Les profs qui se censurent, qui ont peur de la violence, qui font en quelque sorte, qui incarne une espèce d'impuissance à transmettre des savoirs. Et une civilisation, elle se transmet par le savoir, par l'école. Le voile est le symbole de ça. On parlait tout à l'heure aussi de l'égalité. Bien sûr que c'est le symbole de ça. Plus il y a de femmes voilées qui attendent à la sortie de l'école leurs enfants et les enfants qui se voilent à la sortie de l'école, plus les profs sont dans la terreur de ce qu'ils doivent enseigner. On le voit bien, il y a 100 000 profs menacés en France. 100 000 profs qui avouent être menacés en France. Et c'est menacé par un puritanisme qui rend la transmission des savoirs délicate, voire impossible, et en tous les cas dangereuse. Donc, le voile, ça n'est pas que le voile. Le voile, c'est tout un système qui s'est mis en place des frères musulmans à l'intérieur des écoles, bon, voilà, et qui se produit qui a pour vecteur les femmes qui sont utilisées, instrumentalisées, les jeunes filles, pour ça. Mais par rapport à ces situations-là, qu'est-ce que propose même la droite ? Parce qu'on ne comprend pas très bien. Il y a effectivement en France une situation qui, on a l'impression qu'on va compter les morts, les profs égorgés, les enfants tués. Qu'est-ce qu'on propose pour aller dans un sens contraire face à des drames pareils ? Je crois que la droite propose beaucoup de choses. L'immigration, mais là on parle de français. Oui, une restauration de l'autorité à tous les niveaux, au niveau aussi bien scolaire que dans la justice, avec des peines, peut-être une réforme de la justice des mineurs qui permette de punir les mineurs dès 16 ans, parce qu'on voit que les crimes se font de plus en plus jeunes, avec un sentiment d'impunité qui est effectivement préoccupant. Et peut-être que la jeunesse a changé aussi depuis 50 ans et que notre code n'est plus adapté aux nouvelles mutations de la violence. Je crois effectivement que la question de l'immigration est centrale. Et vous parliez de l'écologie. Pour moi, les deux principales menaces qui pèsent
sur nos démocraties occidentales, c'est le changement climatique et la dislocation interne liée à une politique migratoire incontrôlée. Mais en France, on parle de Français. Oui, mais je pense qu'on ne réglera jamais le problème actuellement avec les gens qui, justement, en France, sont nés en France de parents issus de l'immigration et qui ne se sentent pas français, et qui ne se sentent pas assimilés. On ne réglera pas ce problème si, pendant le même temps, on ouvre les vannes migratoires, on continue de les ouvrir. Il y a 500 000 immigrés qui rentrent chaque année dans notre pays. Comment voulez-vous régler le problème de ces quartiers difficiles si, sans cesse, vous avez des nouveaux immigrés qui arrivent? C'est impossible. Donc, effectivement, ce n'est pas la condition suffisante, mais c'est la condition nécessaire et préalable à une véritable politique ensuite d'assimilation et d'intégration de ces populations. Mais si on continue à laisser le robinet ouvert en permanence, on n'a aucune chance d'intégrer les gens qui sont déjà là. Ça, je pense que c'est une priorité absolue. Et que sinon, ça va continuer dans ce séparatisme et cette dislocation territoriale qui sont un péril immense en France. Je sais que la Suisse n'est pas dans la même situation parce que justement, vous n'avez pas eu le même dérèglement migratoire. Pas la même histoire. Mais pas la même histoire. Et avec les colonies, les ex-colonies, etc. Mais je pense que c'est un problème fondamental. En France. Et je pense que la droite a beaucoup de solutions, en tout cas, à apporter. Oui. On n'a pas la même population, effectivement, d'immigration musulmane, mais Saïda Keller-Messali, présidente du Forum pour un islam progressiste, alertait dans une grande interview matin dimanche, il y a quelques temps, disait que justement, la plupart des mosquées en Suisse prônaient un discours extrêmement violent, séparatiste, salafiste, issu des frères musulmans, et qu'on était absolument aveugle par rapport à ça, ce qui représente pas du tout d'ailleurs les communautés, mais que ce discours-là, il était majoritaire dans les mosquées de Suisse. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné aussi où il faudrait un peu s'alarmer en Suisse ? S'alarmer, on s'alarme déjà. J'ai fait partie pendant 4 ans de la commission de sécurité pour le Conseil des États. On sait que ces mosquées sont surveillées. On sait qu'il y a un suivi des principaux imams. Enfin, en Suisse, on a vraiment ce suivi, mais on est assez discret sur ces questions-là, justement pour ne pas propager une peur dans la population, pour ne pas aussi peut-être stigmatiser davantage, au final, toute la population musulmane, qui bien évidemment, dans sa grande majorité, n'a absolument rien à se reprocher. Donc on est d'accord que lorsqu'il y a des sujets qui posent problème, il faut les neutraliser vite et bien. Je crois que vraiment, personne ne pourrait contester ça. C'est évident que si tout d'un coup, ça devait descendre à l'étage inférieur dans les écoles, on n'a pas ce problème-là en Suisse. Hein. Vraiment, il faut quand même le dire. On parle de menaces sur l'éducation et tout. Je crois qu'on n'a vraiment pas ce problème-là en Suisse, ou peut-être pas encore. Hein. J'espère pas que ça va arriver, mais enfin bon, on a toujours misé sur la question de la prévention et de l'intégration et de l'ouverture aux religions. À l'école primaire, chez nous, déjà, on parle de ça, hein, des autres religions, qu'est-ce qui se passe, enfin, comment on aborde ça, on sensibilise les enfants. Ça permet aussi un petit peu de garder... On voit de plus en plus de burkas, hein, de burkinis, par exemple, dans les piscines qui maintenant l'autorisent. C'est quoi, vous me disiez à l'école, j'ai encore jamais vu. Non. Mais il y en a quand même, il y a des cas. Effectivement, il y a quand même un phénomène qui monte en puissance. Alors, je crois pas qu'on peut dire ça. Est-ce qu'il monte en puissance ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que jusqu'à un certain degré, on peut le tolérer, mais plus, c'est quoi ce degré-là ? Il monte en puissance dans le nombre, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, on voyait absolument pas ça. Il y avait des voiles de gens qui étaient culturellement en train de s'acclimater ou pas, mais enfin, je veux dire, c'était pas une manifestation politique d'une forme de séparatisme. Ouais. Est-ce que ça fait peur ? Est-ce que ça nous dérange ? Ça, c'est les vraies questions. Donc, c'est des questions politiques. Ouais. Et on traite déjà de ça beaucoup au Parlement. Le premier parti en Suisse, c'est l'UDC, qui est toujours vraiment très à cheval sur ces questions-là. Donc, ne vous inquiétez pas que le Parlement fédéral, s'il devait y avoir un problème du point de vue du port de la burqa, alors ce serait un des premiers sujets en session spéciale urgente au Parlement, ce qui est pour l'instant pas le cas. On revient juste aux communautés de l'immigration. Le paradoxe, et ça dérange à droite et à gauche, c'est que ce sont souvent les plus conservateurs, mais pas seulement d'ailleurs musulmans, hein, chrétiens aussi. En Afrique, les Africains ici sont effectivement beaucoup plus conservateurs que les woke, les bobos woke occidentaux. Et donc il y a plus, d'ailleurs, Éric Zemmour avait dit... il admirait une certaine foi chez les musulmans, les djihadistes. Donc ça c'est, finalement, vos valeurs, elles se retrouvent beaucoup plus dans ces communautés-là. En tout cas, c'est vrai que c'est d'abord un paradoxe à gauche, puisque le fameux pari de l'intersectionnalité, c'est de faire l'alliance entre les minorités, notamment LGBT et religieuses. Et on voit que sur un certain nombre de valeurs, c'est effectivement, il y a une incompatibilité radicale.
Après, je pense que c'est se tromper que de penser que, par exemple, le conservatisme et la religion chrétienne, le catholicisme notamment, a quelque chose à voir avec l'islam dans sa manière de concevoir, dans sa vision du monde. Je pense que ce sont des visions du monde très, très différentes. Le catholicisme, c'est l'incarnation, c'est ce qui a donné d'ailleurs la laïcité. Ce sont dans les pays chrétiens et les pays catholiques que la laïcité est née précisément. Parce qu'il y a déjà ce ferment-là après des siècles quand même. Oui, après des siècles. Je ne dis pas que c'était fait du jour au lendemain. C'est d'ailleurs pour ça que c'est très difficile de l'imposer à l'islam. Et je crois que la grande erreur, justement, de nos démocraties, et c'est aussi une erreur qu'on partage en France, c'est qu'on imagine qu'on va faire la même chose à l'islam qu'on a fait aux catholiques. C'est-à-dire, on va séparer le temporel du spirituel, on va imposer une loi de séparation. Sauf que ce n'est pas du tout la même chose. Parce que le problème, par exemple, de la loi de 1905, c'est qu'elle constituait... son but était justement de séparer l'État de l'Église et finalement faire la part des choses. Sauf qu'aujourd'hui, l'islam n'est pas du tout intégré à l'État. Il ne s'agit pas de séparer, mais il s'agit au contraire d'intégrer. Donc les deux parallèles et les deux fins sont absolument diamétralement opposés. On ne veut pas séparer les musulmans de la France, on veut au contraire essayer de les faire rentrer dedans. Et donc je crois que c'est une grande erreur de calquer le modèle de ce qu'on a appliqué au catholicisme à l'islam, parce que ce sont des religions extrêmement différentes. C'est une religion sans clergé, avec un rapport peut-être qui serait plus comparable au protestantisme, un rapport direct à Dieu. Et je pense que c'est l'un des grands problèmes aujourd'hui, c'est qu'on essaie de faire rentrer au chausse-pied l'islam dans l'histoire du catholicisme, notamment en France, et que ça ne marche pas. Parce que si vous regardez l'époque moderne, à Genève, on aurait pu vivre sous un régime salafiste, que ça aurait été exactement la même chose sous Calvin. Calvin a plus de points communs avec les salafistes. Dans l'Espagne catholique, c'était pas avec les Borgia. C'était pas non plus top. Philippe. Ah pardon. Non, je pensais aux Borgia et. Non, c'est vrai que la religion catholique, le christianisme porte en lui son propre débat. Même le Christ en croix qui dit mon père m'avait abandonné, etc. Il y a tout dans le christianisme. Il y a des tas d'accroches qui peuvent nourrir une contestation sur la base des textes. Ce qui n'est pas le cas dans l'islam. L'islam est une religion politique, une religion qui peut régir les actes de la vie quotidienne et veut rendre la vie quotidienne transparente. C'est l'orthopraxie. Voilà, et donc ça a ça de commun avec les régimes totalitaires. On parlait tout à l'heure de la vie privée, de la vie publique. La vie publique, ça doit être transparent, etc. La vie privée opaque, dans l'islam, ça n'est pas possible. Ça n'est pas voulu, ça n'est pas dans les textes, à moins de faire une réforme de l'interprétation des textes. Ce qu'on n'arrive jamais à faire parce qu'il n'y a pas de clergé et autorité pour le faire. Donc il y a un souci permanent avec l'islam, parce que cette visibilité de la vie privée engendre un puritanisme qui ne peut pas cohabiter avec le libéralisme qui règne notamment dans nos écoles, par exemple. Parce que nos écoles ne sont... Il y a de la discipline, il y a tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas puritain. Les mœurs ont évolué beaucoup depuis 50-60 ans, encore plus vite d'ailleurs. Or, il y a un puritanisme musulman qui impose une frustration sexuelle, qui impose aux jeunes filles de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela à l'adolescence, qui impose aux garçons de se comporter de telle et telle façon très puritaine. Et ça nourrit, et on le sait très bien, pas besoin d'être Freud pour ça, une violence extrême, une violence au sens littéral folle, qui est une des raisons pour laquelle on voit ces actes criminels entre adolescents se produire en ce moment. C'est parce que justement la religion rentre dans l'intime et produit dans l'intime une violence de frustration monstrueuse. Et il va falloir sortir de ce piège impossible. Comment ? Je n'en sais absolument rien, mais le résultat est là aujourd'hui, on le voit en France. Ouais, je pense que vous croyez dans la guerre justement des civilisations. Oui, mais je crois que les civilisations, les valeurs en Europe, on aime bien prôner des valeurs un peu hors sol comme ça, l'égalité, la liberté. Mais les valeurs sont adossées à des cultures, c'est-à-dire qu'elles ne tombent pas du ciel. Et c'est d'ailleurs, je pense, la grande prétention occidentale universaliste qui pense qu'on va pouvoir bazarder les valeurs occidentales aux quatre coins du monde et qu'elles vont fleurir et donner notamment la démocratie. Vous n'allez pas me dire que vous croyez dans le relativisme culturel. Non, je ne crois pas du tout. Non. Je crois à la supériorité de ces valeurs, mais je ne crois pas qu'elles s'exportent comme ça
comme on exporte des matières premières. Elles sont le fruit d'une culture bien précise. La civilisation occidentale, c'est le catholicisme romain, c'est la féodalité, c'est la Renaissance, c'est la Réforme, c'est la construction de l'État-nation, ce sont les Lumières, c'est la démocratie. Mais tout ça s'inscrit dans un temps extrêmement long. C'est une succession de strates, de sédimentation. Et on ne peut pas faire comme si tout cela tombait du ciel et qu'on allait pouvoir importer des populations entières qui ont une vision du monde totalement différente, qui ont une civilisation totalement différente, qui est constituée elle aussi à travers le temps par des couches aussi successives, qu'on peut comme ça transformer, les intégrer comme ça d'un coup de baguette magique. Non, c'est long. Et je crois qu'il y a une sorte de naïveté, une naïveté qui a été proprement occidentale, de penser que ces valeurs que nous tenons pour acquises sont tombées du ciel et qu'on peut les transmettre comme ça d'un coup de baguette magique. Je crois que c'est le fruit d'une histoire complexe, compliquée, et le fruit d'une culture, et qu'on ne peut pas détruire les soubassements de cette culture et s'étonner ensuite que ces valeurs disparaissent. Alors, je vais faire une transition un peu à l'arrache, mais qui est en relation avec ces problèmes, faits divers, dramatiques que connaissent la France. C'est la question aussi des réseaux sociaux, de l'éducation de manière générale. Céline Varra, là aussi, est-ce qu'on pêche pas par un laxisme incroyable? Parce qu'on a vu que dans toutes ces histoires-là, c'était complètement amplifié par les réseaux sociaux. Oui. On commence à en parler en France de façon beaucoup plus restrictive qu'en Suisse. Oui, on protège. Alors, je crois que j'ai un discours extrêmement dur sur ça, parce que je trouve qu'on ne protège pas assez les jeunes. Aujourd'hui, ils ont accès très très tôt, 8-9 ans, aux réseaux sociaux, où c'est qu'on trouve absolument tout et n'importe quoi, parfois d'une violence extrême, alors qu'on n'a jamais eu une jeunesse aussi fragilisée par l'insécurité, par le manque de perspective, par l'éco-anxiété. On dit aux jeunes, aujourd'hui, tu vas faire une formation, tu auras un travail, et ils se disent, ouais, mais ça sert à quoi? Le monde s'écroule dans 15 ans. Est-ce que j'aurais envie d'avoir une famille, des enfants? On me dit qu'il n'y a pas d'espoir pour la suite. Enfin, donc on a ces jeunes qu'on n'écoute plus vraiment, qu'on n'entend plus vraiment, qui se sentent comme ça un petit peu laissés pour compte. Le Covid a marqué un coup d'arrêt affreux, quoi. Enfin, des jeunes qui se sont plus vus, qui ont dû arrêter leur formation, qui n'ont plus pu sortir à des âges cruciaux, je ne sais pas, entre 15 et 25 ans. Et puis effectivement, je trouve les réseaux sociaux, pour ça, c'est vraiment un poison. Les statistiques en Suisse, c'était 1 jeune sur 5 harcelé sur les réseaux sociaux. Donc en fait, aujourd'hui, on ne tabasse plus le gamin à la sortie de l'école, ce qui était déjà dramatique, mais on le suit chez lui, jusqu'à chez lui, nuit et jour. Et évidemment, ça fait des ravages incroyables. Qu'est-ce qu'on fait justement pour empêcher ça? Parce qu'on n'entend pas une proposition politique allant vers le sens. Enfin, on voit que des régimes non dictatoriaux, comme Taïwan, bloquent les VPN. Il y a des vrais contrôles pour les jeux vidéo, pour les réseaux sociaux, pour les écrans. Pourquoi est-ce qu'en Suisse, il n'y a rien qui se passe, ou même qui est proposé? C'est même pas dans le discours, même pas de la droite. Bon, parce qu'aujourd'hui, on a un Parlement libéral, voire ultra-libéral. Et à chaque fois qu'on essaie de venir avec, et encore tout dernièrement, ces dernières sessions parlementaires, à chaque fois qu'on est venu avec justement des restrictions d'accès, par exemple, des nouvelles normes pénales pour éviter justement le harcèlement, etc., ça a été refusé par une majorité du Parlement qui dit non, je fais un petit pic, mais en gros, business as usual. Ce sont des consommateurs. Il ne faudrait surtout pas qu'on mette quelque entrave que ce soit à telle ou telle plateforme, etc. Ce qui est absolument scandaleux, je crois qu'il faut vraiment le dire. J'ai fait passer, avec une grande fierté d'ailleurs, c'est un de mes plus beaux combats que j'ai pu gagner encore l'année passée, d'inscrire dans le code pénal suisse le revenge porn. C'est quelque chose que connaissent les Français, mais depuis des années. Et en Suisse, ça entre en vigueur, parce que ce n'est pas encore entré en vigueur au mois de juillet cette année. Ça veut dire qu'encore aujourd'hui en Suisse, un jeune ou une jeune qui se fait, par exemple, mettre sur Internet une photo à nude ou enfin quelque chose de tellement intime, tellement dur, à 16 ans, quand vous avez une photo de vous seins nus qui est balancée sur Internet, mais mon Dieu, c'est destructeur, c'est horrible. Et bien la personne qui l'a fait n'est pas punissable. En Suisse, on en est là. Voilà. Donc on a de la peine à avancer sur ça. Et je crois vraiment, c'est parce qu'on oublie, à mon avis, on fait passer les intérêts, là, très clairement, du libéralisme. Ça, je pense que vous partagez des deux côtés de la table une grande défiance, pour ne pas dire autre chose, vis-à-vis de libéralisme à tout crin et de... Non, mais je crois que d'ailleurs qu'en France, on est peut-être un peu un peu moins... C'est aussi notre défaut d'ailleurs, moins libéraux, et on n'a pas de problème à...
on a moins de problèmes à interdire, ça c'est sûr. Mais en tout cas, moi je suis. Mais parfois c'est bien. Parfois c'est bien, je suis d'accord avec vous. Et moi d'ailleurs, sur les écrans, j'irais même beaucoup plus loin. Je pense qu'il faut interdire les écrans, les téléphones portables au collège. C'est déjà interdit dans la cour de récréation, mais qu'il faut remettre à l'entrée des classes, je pense, dans des boîtes, les écrans. Enfin, moi, c'est ce que j'ai eu dans toute ma scolarité au lycée. On n'avait pas le droit au téléphone portable. J'étais dans le privé. Et je pense que ça a été salutaire. Ça semble tomber sous le sens. Mais je pense qu'on y viendra. On y viendra. Comme on revient à l'uniforme, d'ailleurs, on revient à l'uniforme. On voit bien, on est dans une période où on va remettre des règles, en fait. Je pense qu'il y a une génération qui a été sacrifiée. Une génération, les 2000-2020, qui ont été éduqués dans l'anarchie des écrans la plus totale, qui ont été sacrifiés. Mais là, on va revenir, je pense, à des règles. Mais attention, parce que je pense qu'il y a aussi une manière pour certains politiques de se défausser sur les écrans et sur les réseaux sociaux des responsabilités qui ne prennent pas ailleurs. Quand Emmanuel Macron, par exemple, dit les émeutes, c'est la faute aux réseaux sociaux, je pense que là, il y a une manière de se défausser, parce qu'il ne veut pas pointer notamment la question de l'immigration ou du séparatisme, parce que c'est facile de dire c'est les réseaux sociaux. Mais je suis désolée, mais à Viry-Châtillon, le meurtre de ce jeune homme de 15 ans, il n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. Il n'y a pas eu de dispute sur les réseaux sociaux, il n'y a pas eu d'écran, c'est juste un meurtre, un tabassage pour des rumeurs, qui étaient des conversations avec une jeune fille, mais qui n'était pas sur les réseaux sociaux. Il faut arrêter aussi de dire c'est toujours la faute des réseaux sociaux. C'est une manière de se défausser. Ça amplifie, ça crétinise. Il y a aussi des problèmes. En 2005, il y a eu des banlieues. En 2005, il y a eu des émeutes de banlieue énormes. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y avait quand même des émeutes, et sans remonter jusqu'aux jacqueries du Moyen-Âge. Mais je pense que et c'est pareil avec Trump aux États-Unis. On a dit Trump, c'est le résultat, c'est Facebook qui a créé Trump, c'est Twitter qui a créé Trump. Non, il y a aussi des ressorts populistes. Alors évidemment, les médias, le médium est toujours un vecteur ou un accélérateur. Ça fait marcher ce qui marche. Les guerres de religion ont été accélérées par l'imprimerie, mais elles n'ont pas été créées par l'imprimerie. Il y avait des ressorts derrière idéologiques, des combats d'idées. Et je pense qu'on se défausse un peu sur la technologie des vrais clivages qui sont des clivages idéologiques et des clivages d'idées et des clivages réels, en fait, matériels. Et parfois, je me méfie, en fait, de cette tendance-là. Le vrai retour, effectivement, c'est le backlash. Là, on voit les images parce qu'il y a le wokisme, mais il pèse quoi par rapport au retour des droites, aujourd'hui du conservatisme, qui séduit infiniment. C'est vous en avez fait les frais en tant que parti des Verts. Hein, vous êtes effondré, ce serait un peu méchant, mais disons que par rapport à l'UDC, qui ne cesse de prospérer, mais ça, c'est partout ailleurs, c'est partout dans toutes les démocraties aujourd'hui. Ouais, en France, on a moins cette alternance. En Suisse, pardon, on a moins cette alternance. Les Verts se sont pas effondrés, ils ont fait le deuxième meilleur résultat de toute leur histoire. Mais c'est clair qu'on a fait un résultat tellement incroyable en 2019. Mais en pleine période de crise climatique, exactement. En pleine période de crise climatique, on se dit, mais enfin bon, les gens, et surtout que le climat, la biodiversité restent parmi les 3 préoccupations principales des Suisses et des Suissesses depuis 4 ans. Donc on se dit, mais c'est fou, c'est la préoccupation principale, mais enfin bon, ils ne votent plus pour les Verts, qu'est-ce qui se passe? Quelle solution on n'a pas réussi à apporter? Quel discours on n'a pas réussi à faire entendre? C'est extrêmement difficile, parce qu'évidemment, le discours écologiste, ce n'est pas tellement un discours populiste, c'est un petit peu compliqué, c'est un peu technique. Il y a les scientifiques, hein. Alors moi, on dit toujours, on est le parti de la science, on écoute les scientifiques. Il y a des gens que ça n'arrange pas qu'on écoute les scientifiques, parce qu'évidemment, ça va contre le business, ça va contre les intérêts. Lorsqu'on a toujours mené sa politique sur un système productiviste, ultra-capitaliste, qui met la pression maximale sur les ressources, les matières premières, sur les ressources, et qu'on sait que ces ressources, elles ont une fin, on se dit, on va plutôt accélérer la cadence, comme ça, on va gagner un max d'argent avant qu'il n'y en ait plus de ces ressources. Donc c'est très, très difficile de se faire entendre face à un discours qui dit, en gros, tout ce qui arrive, c'est de la faute de l'autre. Voilà. D'ailleurs, on vient de voir la Suisse qui vient de se faire condamner par la CEDH, par la Cour européenne des droits de l'homme. Magnifique arrêt historique. Et d'ailleurs, votre collègue, qui était votre collègue du National, qui là, pour le coup, gagnait sous sa robe d'avocat. Est-ce que là, c'est aussi l'échec de la démocratie directe, on peut le dire aujourd'hui? Non, je ne crois pas. Je ne pense pas du tout, parce qu'en fait, en Suisse, on a une manière de fonctionner assez particulière. On a une démocratie extraordinaire qui fonctionne très, très bien, mais il faut encore que le Parlement fasse son travail. Ça veut dire que le peuple n'est pas plus conservateur. Alors, ça dépend sur quelle thématique. On sent, par exemple, sur les questions agricoles, que oui, on a un côté plus conservateur. Moi-même, je pense que lorsqu'on produit une carotte en Suisse, on ne devrait pas pouvoir l'importer, parce qu'on devrait consommer notre carotte en Suisse en priorité. Notre agriculteur ne pourra jamais produire une carotte suisse au prix de la carotte allemande, française. Enfin, c'est juste pas possible. Donc,
Sur d'autres questions, par contre, sur d'autres thématiques, non, il est beaucoup plus libéral sur les questions de société, par exemple. En Suisse, on a modifié notre code pénal sexuel sur la question du viol. C'était une définition extrêmement restrictive d'un autre temps. Et là, clairement, c'est la base, c'est la population qui a poussé en disant maintenant, il faut parler de consentement. On ne parle pas de consentement. Là, c'est le peuple qui a poussé. Oui, mais 30 ans, 40 ans après la France, c'est Bien vrai sûr. que c'était Jérôme Fourquet qui montrait qu'en France, justement, imposé par décret, enfin par loi, venant du haut, ça a été valable pour le mariage pour tous, ça a été valable pour la peine de mort, les populations sont massivement contre, et puis au moment où on impose, après elles deviennent pour. Oui, c'est Napoléon III qui disait « N'ayez pas peur du peuple, il sera toujours plus conservateur que vous ». C'est vrai qu'il y a un tropisme conservateur, je pense, et une partie. Je pense que le problème de l'écologie, moi je suis pour une écologie de droite et conservatrice, et je ne vois pas d'ailleurs en quoi il y aurait une incompatibilité entre l'écologie et le conservatisme, bien au contraire, puisque c'est l'idée de conservation, l'idée de défendre le monde tel qu'il est, d'empêcher le monde qu'il ne se défasse, me paraît extrêmement conservatrice, et défendre aussi la beauté du monde, une forme d'esthétique. Et comment est-ce qu'on concilie ça? Parce qu'effectivement, les conservateurs sont très proches des écologistes. Ils sont anti-mondialisation. L'écologie est née à droite. Mais comment est-ce qu'on concilie ça avec l'économie libérale? Elle est née à Neuchâtel. À droite. Vous savez, je pense qu'il y a une mutation déjà des droites occidentales. On le voit aussi bien aux États-Unis qu'en Europe sur le libéralisme. On voit qu'aujourd'hui, il y a une nécessité de frontières, de protectionnisme sur certains produits. Et moi, je ne suis pas du tout... je suis libérale au sens politique du terme, mais sur l'économie, je ne vois aucun problème au fait d'imposer un certain protectionnisme. Et en effet, je suis plutôt hostile aux traités de libre-échange qui nous font importer de la viande d'Amérique du Sud alors que nos éleveurs crèvent en France. Par exemple, moi, je vois pas j'y suis plutôt défavorable. Donc, je ne vois pas d'incompatibilité avec l'ADN de la droite. Par contre, moi, j'ai un problème avec les écologistes qui sont justement les plus progressistes qui soient en matière sociétale, alors même que rien dans l'écologie ne justifie une telle orientation idéologique. Pourquoi les écologistes, notamment en France, sont justement les plus en pointe, par exemple, sur la transition de genre, alors qu'ils sont contre les perturbateurs endocriniens. Ils disent qu'il y en a partout dans la nature, mais ça ne leur dérange pas de donner des hormones à des enfants de 10 ans. Alors, les hormones pour les vaches, c'est interdit, mais pour les enfants de 10 ans, par contre, on peut les gaver d'hormones pour les bloquer leur puberté. Moi, ça me paraît un peu contradictoire. Je suis pour une écologie humaine, justement, qui soit à la fois qui soit cohérente, en réalité, qui soit pour un besoin de limite aussi bien dans l'économie, dans l'agriculture, dans tout ce qui est la protection de la nature, mais des limites aussi sur l'humain, sur le sociétal. On ne peut pas faire n'importe quoi en trafiquant l'humain par la science, que ce soit sur la question de la procréation, par exemple, ou de la transition de genre. L'humain aussi doit être protégé des folies transhumanistes. Vous avez cautionné beaucoup trop ces folies, c'est aussi ça qui vous a sanctionné lors des dernières élections? C'est la première question qu'on nous a posée au lendemain des élections. On nous a dit, est-ce que vous n'avez pas un peu trop défendu la communauté LGBT? On me l'a posé la question comme ça. Et j'ai dit, écoutez, vraiment... LGBT ou LGBTQ, il y a plus. Voilà, j'ai dit, écoutez, moi je suis une écologiste depuis plus de 23 ans. Je parle de climat, de biodiversité, de respect du vivant, mais aussi du respect de l'humain. Et je n'ai pas le sentiment d'avoir un discours ni extrême, ni ambivalent. Je suis très à l'aise justement dans cette position d'ouverture, de compréhension et aussi de paix, finalement. Parce que j'ai le sentiment que lorsqu'on s'oppose à une population, quelle qu'elle soit, majoritaire ou minoritaire, parce qu'elle est différente de nous, parce qu'elle pense différemment, on attise vraiment ces haines. Ces haines qui nous pourrissent, qui pourrissent la politique. Je suis minoritaire, au Parlement suisse, ultra minoritaire. Je suis une femme dans une chambre où, à l'époque, il y avait maximum qu'il y ait eu de femmes, c'était 6 ou 7. Maintenant, on est 16, c'est un record absolu au Conseil des États en Suisse. Je suis verte, on n'est plus que 3 dans cette chambre. Je suis romande, on est une dizaine sur 46. Et puis, évidemment, j'ai moins de 40 ans, donc autant dire qu'on n'est plus que 3 ou 4 aussi. Moi, je suis ultra minoritaire. Si je ne cultive pas le débat, les discussions, l'entente, si je ne cherche pas à tout prix le point convergent, je perds tout le temps. Donc moi, je n'ai pas le temps de m'attarder sur ce qui nous divise. Il faut être clair, je n'ai pas le temps.
Moi, je cherche là où on peut s'entendre. Le consensus, justement, je vais vous faire réagir, ce sera le mot de conclusion. Précisément, est-ce que la droite aujourd'hui, dont vous faites partie, n'attise pas aussi ces dissensions en étant justement, en accentuant les divergences plutôt que ce qui peut rapprocher? Est-ce que ça, il y a d'ailleurs une série sur Canal, La Fièvre, qui parle de ça, qui polarise et qui divise une société déjà tellement fracturée. Je crois que ce qui polarise la société, c'est le réel. C'est d'avoir les problèmes concrets qui sont dans la société. C'est-à-dire que c'est pas la droite qui assassine des professeurs dans les écoles. C'est pas la droite qui a décimé la rédaction de Charlie Hebdo. C'est pas la droite qui a créé les quartiers où il y a des émeutes. Je veux dire, c'est le réel, c'est la réalité. La droite ne fait que la pointer du doigt et ne pas les taire, effectivement, et demander à ce qu'on apporte des solutions. Donc je crois qu'il ne faut pas inverser les responsabilités. C'est le réel qui crée la polarisation. C'est parce qu'il y a un retour du tragique aussi dans nos sociétés occidentales qui s'étaient effectivement habituées à une forme de confort, peut-être de matérialisme. Mais on voit qu'elles sont à nouveau frappées par la tragédie, que ce soit sous la forme du terrorisme ou sous la forme de la guerre aux portes de l'Europe. Et donc, voilà, je crois que la polarisation, ce n'est pas juste une fabrication médiatique. C'est aussi, elle émane de problèmes concrets, d'un retour du tragique réel dans nos sociétés dont il faut tenir compte. Et le débat, la confrontation, ce n'est pas quelque chose de malsain. Je pense qu'il faut de la culture du compromis, mais il faut aussi de l'affrontement. Il faut aussi des visions du monde opposées qui s'échangent et qui se confrontent. Et parfois, on a tendance à prôner une espèce de consensus mou, Pepsi, Coca-Cola, comme on l'a fait pendant des années. Et je pense que on a besoin aussi d'une véritable alternance et de véritables propositions différentes dans l'espace public. N'ayons pas peur du débat. Ce n'est pas l'antichambre dans la guerre civile, mais son antidote. Oui, en tout cas, la droite semble effectivement avoir le vent en poupe et le retour du tragique. Ce sera peut-être le mot conclusif. Merci à vous deux, à toi Philippe. Tu parleras plus la prochaine fois, un premier. Mais voilà, c'était un plateau de femmes, de belles figures féminines. Merci à vous d'être venus aussi exprès pour nous, pour débattre ici. Nous, on vous souhaite une excellente soirée. On rappelle aussi votre livre, Eugénie Bastier, La dictature des ressentis, sauver la liberté de penser. C'est aux éditions Plomb. On vous souhaite une excellente semaine et une très belle soirée à toutes et tous.